Le sport, vous le regardez à la télé, vous allez le voir dans les stades et vous le pratiquez peut-être. Il fait vibrer les foules, déchaîne les discussions et les passions. Qu'il soit amateur ou professionnel, il est porté par des hommes et des femmes impliqués qui œuvrent à son organisation, son développement et sa visibilité. Le SG Sport a décidé d'aller à leur rencontre pour qu'ils vous partagent leur histoire et leur monde vu de l'intérieur et des coulisses. Ce podcast est réalisé par l'ESG Sport, l'école de commerce du sport business, pour ses étudiants et bien au-delà, pour tous les passionnés du sport. Bonjour Camille, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu dire bonjour aux étudiants de l'ESG Sport. Merci, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour le podcast de l'ESG Sport. On lance aujourd'hui la 2e saison du podcast. On est très très fiers des résultats qu'ont eu les épisodes de la première saison. Et puis, on lance avec toi et c'est pas anodin parce que t'es, en plus d'être un invité de marque, t'es le pas de l'ESG Sport cette année. Première question comme ça, là, dans l'introduction, pourquoi t'as accepté ce rôle? En vrai, parce que j'aime bien essayer de mettre mon image sur des choses utiles. Et je trouve qu'une école comme ça, qui est vraiment investie dans le sport, qui rassemble un peu des métiers que j'ai eu la chance de croiser, et ça me fait plaisir de faire un petit bout de route avec vous et d'apprendre aussi de vous, comme de partager mon expérience. En tout cas, on est très très heureux de t'accueillir et très honoré que tu aies accepté ce rôle. Alors, comme tu l'as compris, on va s'intéresser à ton parcours dans ce podcast, depuis l'enfance jusqu'à plus haute marche du podium, et puis aussi s'intéresser aujourd'hui à ta reconversion. Voilà. Tes envies, tes défis qui font, en fait, finalement, qui rythment ton quotidien aujourd'hui. C'est Maceo qui nous accompagne dans ce Bonjour podcast. Camille, salut. Voilà, alors c'est toujours pareil avec le podcast de G-Sport, on fait un triptyque entre direction d'école, étudiant et athlète. Et donc c'est Maceo qui aura le du rôle de l'étudiant aujourd'hui. Représentant des étudiants de l'ESG. Voilà, dans le cadre de ce podcast. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par un petit portrait croisé, une série de questions pour mieux te connaître. Maceo, tu as une première question que je peux. Ma première question, ton artiste musical préféré? En ce moment, c'est Teddy Swims. Ton film préféré? J'aime beaucoup Avatar. Le sportif qui t'a le plus inspiré? Il y en a de nombreux, je dirais Jordan. Qu'est-ce qui est le plus important dans la préparation à une compétition? Le travail. Michael Phelps ou Yann Thorpe? Phelps. Manodou ou Bernard? Manodou. Course rapide? Faut peut-être se la refaire parce que c'était vraiment très nonchalant pour Bernard. Pauvre Bernard. Non, mais j'aime beaucoup Alain, mais Flo, c'est un vrai pote, donc voilà. Cheveux longs ou courts? J'aime les deux. Aujourd'hui, si tu dois pratiquer, t'es plus piscine ou eau libre? Je suis plus trop natation quand même. Je fais plus terrien, ce que je faisais pas à Jacuzzi. l'époque. Ouais, plus jacuzzi, mais aller plus eau libre quand même si je dois choisir entre les deux. Et dans ton passé, plus course rapide ou plus course endurante? Rapide. Bien évidemment. Quelle musique écouter avant de rentrer dans le bassin? Je faisais partie des rares nageurs à pas en écouter, mais si j'en avais, c'était Eminem à l'époque et 50 Cent. Et pour commenter les courses, robe bleue ou pantalon? Les deux. Bon, l'idée, effectivement, donc tu l'as compris après ce portrait croisé, c'est de rentrer dans les détails et arriver à hiérarchiser finalement ton parcours en partant avec un aspect chronologique. Donc au début, on va s'intéresser au début qui était Camille pendant sa jeunesse. Maceo, t'as sûrement une question. Justement, ce qui nous intéresse en tant qu'étudiant de l'ESG, ce qui nous intéresse, c'est comment se passait l'école pour toi et est-ce que le sport, il y avait déjà une grande place à cette époque-là? J'ai intégré la section sportive de natation quand je suis arrivé en 6e, donc un entraînement par jour jusqu'à en 3e. À ma 2e, 3e, Okay. j'ai intégré le sport-études, donc j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour. Et ça, j'ai arrêté de m'entraîner 2 fois par jour à 32 ans. Mais ouais, le sport, ça a toujours été une place prédominante, mais pas forcément dans mon état d'esprit. Ça faisait partie de mon planning, ça faisait partie de ma vie, mais je pensais pas devenir un champion à ce moment-là. Je faisais de la natation parce que j'aimais être dans l'eau, j'aimais le groupe de nageurs avec qui je vivais. Quand j'ai intégré l'internat et le sport-études, j'avais un groupe de potes qui était fantastique, avec qui on est toujours potes aujourd'hui. Et c'est après que je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais faire une carrière ou pas. Et comment t'as découvert la natation? T'as été poussé dans le bassin par un proche? Comment ça s'est passé? Par hasard, c'est ma mère qui m'a amené à la piscine en accompagnant les voisins. Moi, j'étais trop petit pour
pour pouvoir prétendre aux leçons de natation. Et dès que ma mère avait le dos tourné, apparemment, j'essayais d'aller vers la piscine. Et l'entraîneur a vu ça et a demandé à ma mère de me laisser plonger, quoi. Donc, elle m'a mis en slip parce que j'avais pas de maillot de bain et j'ai sauté dans le grand bassin apparemment alors que j'avais jamais appris à nager. Elle était en PLS, elle. Et j'ai attrapé la ligne d'eau et j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et l'entraîneur, qui était déjà un entraîneur d'équipe de France, s'est retourné vers ma mère et m'a dit, et lui a dit, peu importe l'âge qu'il a, je le prends. Lui, il a quelque chose. À 3 ans, il a dit ça. Et il m'a entraîné jusqu'à mes 20 ans. L'acuité, hein, le coach. Ouais. Et donc, avant de découvrir cette passion pour la natation, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier, comme tous les enfants se demandent pour quand tu seras plus grand, en fait? Bah, comme tous les enfants, hein, j'ai voulu être pompier. J'ai voulu vraiment être astronaute jusqu'à ce qu'on me dise c'est des bacs plus 8, 10. Et là, j'ai dit, bro, astronaute, c'est pas grave. On est bien les pieds sur terre. Instit, ça m'a pas mal, c'est quelque chose c'était un plan qui m'est resté pas mal aussi. Puis on va parler de salaire après. Donc j'ai dit non, pas Instit. Et en fait, bah, la vie a fait que c'était, voilà, j'ai vers prof de sport pendant longtemps. J'ai fait mes études. J'ai validé ma première année de STAPS. D'accord. Quand je nageais. Et après, une fois que j'ai eu mon bac, en fait, je savais que ça allait pas forcément être ça et que ça allait être plus dans l'entrepreneuriat. Du coup, à quel moment, c'est au moment du sport-études où tu t'es dit, bah, all-in, je veux faire ma carrière là-dedans? C'est encore un peu après. C'est en fait la petite histoire, c'est que le coach qui me met dans l'eau quand j'ai mes 3 ans et qui m'entraîne jusqu'à mes 20 ans, à 20 ans, il me vire de Font-Romeu parce que je fais trop la fête et que j'ai pas du tout l'attitude d'un sportif de haut niveau, mais parce que je ne l'envisage même pas en fait dans une option de ma vie. Et ce coup de pied au cul qu'il me met, c'est le plus grand déclenchement que je puisse avoir, c'est-à-dire que je décide de partir avec Philippe Lucas qui arrive dans la région avec Laurent Manodou et toute la team. Et en fait, à ce moment-là, je me dis bon bah vraiment, je vais voir ce que j'ai dans le ventre et j'arrête de me cacher derrière des excuses, j'arrête de me cacher derrière des soirées et on y va, quoi. Et c'est dur d'arrêter de se cacher et en fait, par contre, une fois qu'on commence, ben on se rend compte que la route elle est cool. Comment il est, Philippe Lucas, alors, dans le quotidien? Il est dans la caricature qu'on fait de lui ou il y a une part d'humanité derrière cette agressivité ambiante? Non, c'est vraiment une caricature quand on le voit. Il a eu sa première médaille avec l'or en 2004, je crois, au jeu. Il en a eu encore en 2024 là, donc ça fait 20 ans qu'il a des athlètes de haut niveau. Donc évidemment, c'est pas un manager par la peur, ça n'existe pas de durer aussi longtemps. Mais par contre, dès qu'il y avait les caméras à l'époque, il prenait ce costume. Nous, on disait c'est le costume de super connard. Ouais. Et mais en vrai, c'est un super manager. C'est quelqu'un qui sait exactement sur quelle corde il faut gratter pour motiver chaque athlète. Et c'est un mec génial, quoi. Si vous le rencontrez un jour, vous verrez que c'est un mec humainement avec un cœur énorme. Très loin de la caricature des guignols de l'info et de tout ce qu'on a voulu faire de lui, quoi. Il l'a créé, il a adoré ça. Et je crois que quelques années après, il a vu qu'il y avait des effets néfastes à tout ça. Il a vu des jeunes entraîneurs qui parlaient mal à leurs athlètes en pensant que c'était ça la solution. Et lui, savait que c'était un personnage. Mais ce qu'il a montré à la presse, quand il a vu que ça l'a dépassé, il est revenu sur une réalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous écoutez des interviews, alors ils font moins de bruit parce que il gueule moins. Mais il est vraiment, comme il est dans la vraie vie, proche de ses nageurs et vraiment dans le beaucoup plus sain. Ouais, dans le côté où il les protège énormément. Donc l'idée maintenant, d'un point de vue chronologique, c'est s'intéresser finalement à ta carrière et au moment marquant de ta carrière. La question que j'ai envie de te poser, donc on sait que tu es 5 fois champion du monde. Est-ce que tu as une course, un défi que tu as porté dans ta carrière sportive que tu as envie de ressortir et de mettre en lumière aujourd'hui? C'est une drôle de question. On me l'a jamais posé, je crois. Et du coup, j'ai pas de réponse. Je crois que chaque année, ça a été un défi supplémentaire. Allez, peut-être que je partirai sur la dernière année parce que je sais que j'arrête. En 2017, ça faisait 2 ans que j'avais annoncé la fin de ma carrière. Et c'est la première fois où pendant toute la saison, chaque fois que je faisais une séance dure, chaque fois que je faisais une grosse muscu, que j'étais épuisé, je me disais, kiffe ce moment parce que c'est quand même l'an prochain, il y aura plus ça, quoi. Et en fait, j'ai adoré cette énergie super optimiste que j'avais toute l'année en mode, je peux peut-être en faire encore un petit peu plus parce que c'est peut-être la dernière fois. Et il y avait pas cette lassitude de la vie quotidienne, en fait. C'était vraiment que du challenge tout le temps, encore plus que les années précédentes. C'est la puissance du mental finalement là que tu es en train de décrire, non? Ouais, pour moi, le mental, c'est un grand sac à dos où on met tout dedans et en fait, on mélange fort. Il peut y avoir de la performance ou pas. Mais c'est une des clés en tout cas de la réussite parce que
pendant toute ma carrière, c'est quelque chose que j'ai quand même bien fait, mais la dernière année, c'était vraiment décuplé en mode j'ai tellement mal à l'épaule. Ah ouais, mais l'an prochain, c'est fini. C'est trop cool, en fait, de sentir ça. Et je le vivais pas avec nostalgie, je le vivais avec une bonne énergie. Alors moi, je voulais te demander, alors peux-tu nous raconter une expérience marquante comme les championnats du monde 2011 où tu as brillé ou encore les Jeux olympiques 2012? On aimerait avoir plus d'infos en fait là-dessus puisque c'est tellement des moments marquants du sport français. En tout cas, qu'on comme aimerait avoir des spectateur, ça infos. nous a marqué. Voilà, Évidemment, on c'est était des là, moments où on aimerait avoir plus d'infos là-dessus en fait. À 2012, j'ai fait 4, donc moi ça m'a marqué, mais pas pareil, ça m'a marqué au fer rouge. Bien sûr. mais 2011, c'était l'année d'après en fait. En 2010, je suis triple champion d'Europe, je deviens connu en fait médiatiquement, je deviens populaire, ce qui n'existait pas forcément dans la natation. Et quand j'arrive en 2011, physiquement ça va bien, mais mentalement je suis épuisé quoi. J'ai fait toute l'année, j'ai fait pas mal de campagnes de pub, de médias. C'est quelque chose qui était nécessaire aussi parce qu'en natation on gagne pas beaucoup d'argent, donc il fallait savoir être intelligent pour faire les deux. Et quand j'arrive en 2011, je suis éclaté, mais vraiment épuisé. Et je tombe avec Jérémy Stravus, qui est le deuxième Français qualifié au 100 dos, qui est lui dans une forme énorme. Et pendant tout le stage, donc c'est 3 semaines avant la compétition, on est en stage ensemble à Singapour. Et je le vois faire des entraînements, mais énormes, Une énormes. brute. Ah Une ouais, brute. ouais. Et dès les 2-3 premiers jours, en fait, on se regarde avec mon coach et on fait, ça va être compliqué, quoi. Niveau. Et à un moment donné, il fait une séance dure où on le voit nager, mais vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Genre, il y a peu de personnes dans le monde qui sont capables de faire ça. En termes de temps, Ouais, en termes de temps, en termes d'intensité, en termes de façon de faire, enfin, vraiment exceptionnel. Genre, je pense que même à ce moment-là, c'est le seul au monde à le faire. Et moi, je sais que je suis incapable de le faire. Et en sortant de la piscine, je vais voir le coach, je dis bon maintenant on arrête de regarder Jérém parce que ça fait trop mal à la tête et je dis je sais pas comment je vais le battre. Il me dit bah moi non plus je sais pas comment on va le battre. Et vu que j'étais épuisé, on s'est dit bon on arrête quasiment de s'entraîner et objectif récup max. Et donc j'allais me tremper les séances où il fallait que je m'active un petit peu, on se calait sur les repos de Jérém pour pas que Jérém voit que j'étais en mes formes. d'accord. Et comme ça, on enchaîne, on fait les 15 jours, mais bon, il y a rien de brillant qui en ressort. Mais lui éclabousse de son talent. Et quand on arrive aux 100 mètres d'eau, les séries, ça se passe plutôt bien. Et en demi-finale, moi, je suis en première demi-finale, lui, il est en deuxième. Et je demande à mon coach, je dis, écoute, stratégie, il me dit, bah, comment tu le vois? Je dis, écoute, je pense que je vais le faire à fond. Comme ça, au moins, on est fixé pour demain, quoi. Et je fais à fond et je nage 53,3. Ça vous parle pas beaucoup, mais Jérémy, qui est en deuxième demi-finale, il nage 52,7. 6 dixièmes en natation, c'est énorme. C'est genre, j'ai ma tête au niveau de son bassin, quoi. C'est genre humiliant. Ouais. Et quand je descends pour aller vers la zone mixte, je me rappelle, je boite et tout, tellement je suis épuisé. J'étais vraiment à fond, quoi. Et lui, je le vois passer comme un cabri en descendant les marches comme ça. Il me dit ouais, belle course quand même. J'étais là, j'ai envie de le tuer parce que je sais que demain il est plus fort que moi, tu vois. Oui. Et entre temps, je me fais récupérer par la télé italienne. Bon, je réponds machinalement et j'arrive devant Nelson Montfort et je m'accroupis en fait, je m'accoude à la barrière et j'écoute mais vraiment d'une oreille ce que Jérém dit. Et j'entends Jérém qui dit ouais, demain, je pense que la deuxième place elle est prenable. Camille est plus fort. Voilà, ce serait trop bien qu'on fasse 1 et 2. Wow. Et là, moi, je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Et je dis bah par contre, il me laisse une chance, faut la saisir, quoi. Je me redresse, je respire avec le nez alors que j'ai la pâteuse et tout, tellement je suis mort. Et je dis ouais, bah aujourd'hui moi, j'étais vraiment tranquille. L'idée c'était de passer en finale demain, un record du monde. Je dis tant qu'à bluffer, autant foutre all in, tu vois. Et en partant, je dis bah j'espère vraiment que Jérém il va partager ma Marseillaise, tu vois, le petit truc de pervers narcissique là, tu sais, pour renforcer. D'accord. Je dis pareil à la presse écrite, pareil à la presse orale, et j'arrive voir mon coach et mon coach il me prend dans ses bras, il me dit écoute, l'an prochain c'est les Jeux. Pour lui la finale a été perdue déjà, tu vois. Et je dis non, demain je vais gagner. Et là il me regarde, il me dit, je vois dans ses yeux, il croit que je suis en état de choc en fait. Et il me dit bah non. Je dis si demain je vais gagner parce qu'ils savent pas que je suis moins fort qu'eux. Et là il me regarde en disant le pauvre, tu vois, il est dans le déni. Et je dis bah va voir le coach américain ou australien, va pas voir le coach français, ça risque de faire flag. Et tu me dis ce qu'ils en pensent. Et il revient 5 minutes après, il avait un grand sourire comme ça, ils me disent oh les cons, ils savent pas. C'est énorme. C'est exceptionnel. Et à partir de ce moment-là, je me suis répété peut-être 1 million de fois la phrase je vais accepter une douleur qui est inacceptable. C'est une phrase, ça a été je l'ai ancré dans mon cerveau jusqu'à la course. Et quand j'arrive à la course, je sais que je suis le seul à pouvoir accepter une douleur aussi haute. J'ai le plan de course, je sais que je dois passer avec eux, accélérer après. Et eux, dans leur imaginaire, ils pensent que je suis plus fort, donc que je vais gagner la course. Et eux, ils font deuxième. Et je savais que la fin de course allait être super compliquée, quoi. Et c'est ce qui se passe.
mais vraiment compliqué les 15 derniers mètres. Il remonte comme des bombes sur Mm. moi, et à l'arrivée, on touche ex-aequo avec Jérémy Stravus. On est champion du monde tous les deux. Incroyable. Et cette course, si on l'a fait 100 fois, une fois on fait ex-aequo, 99 fois je la perds, quoi. Et si lui dit pas cette phrase devant Nelson, même pas je nage pour aller chercher le titre. Donc voilà, tu veux une anecdote à l'intérieur, ça, exceptionnel. là, Ouais, c'est l'anecdote, exceptionnel. elle est exceptionnelle. Ouais. Au final, tout est dans la tête, quoi. Enfin, Ouais. si tu t'es Ouais, mis là, dans la tête Et que... tu penses que c'est, enfin, on sort un petit peu de la trame Ouais. du podcast, mais tu penses que c'est de la, enfin, là, tu t'es conditionné à la victoire à ce moment-là? Ouais, alors en fait, je pense que c'est un travail de longue haleine qui a fait que Jérém, vu qu'il m'a rarement battu, Jérémy Stravus, il a toujours cru que j'étais plus fort que lui, et j'adorais jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire que quand on arrivait à une demi-heure avant notre course, je faisais toujours des allusions comme ça où tu vas gagner enfin, on va essayer de faire podium sur ma course, c'est mon titre, c'est toujours. En fait, Travail c'était de toujours. sap. Ouais, c'était horrible. Ouais. J'étais vraiment un bâtard. C'est vrai. D'ailleurs, je me suis excusé à la fin de ma carrière. Il m'a dit mais non et tout. Et à la fin de la soirée, il me dit mais en fait c'est ouf ce que tu m'as raconté. J'arrive pas à Il y devait penser. te dégoûter. Il a revu sa Non. carrière passer, tu sais. Non, parce que il y avait un vrai respect entre nous deux, et c'était quand on arrive à la chambre d'appel, donc c'est ce moment genre une demi-heure, 45 minutes avant la Mhm. course, où là il y a un peu tous les coups qui sont permis. C'est le moment où on a le droit de jouer à ça. C'est juste à ce moment-là que je me permettais de jouer à ça. Je jouais pas aux entraînements en Ok, équipe de ouais. France Ouais. et tout. Trash talk. Donc c'était juste ces moments-là. Et par contre, ouais, j'avais vraiment un ascendant psychologique sur lui, mais là, c'est des moments qui sont ouf, mais Au final, ça joue à la fin. Ça... bah ça se joue, mais c'est même lui qui a, bah ça se joue parce que lui il pense que je suis plus fort alors que je le suis pas. Ouais. Et moi il y a pas une seule course où enfin à part celle-là, Ouais. où je me suis dit Jérém, je peux pas le battre. Ouais, Ça ouais. m'est jamais arrivé dans ma carrière, alors que lui, bah, ce jour-là en tout cas, et je pense que de nombreuses fois dans sa carrière ça y est arrivé. Et simplement parce que j'ai jamais montré que j'étais plus faible, j'ai toujours eu une attitude, et je pense que je suis rentré dans son cerveau à un moment donné Ouais, c'est ça. là-dessus. Grand talent. T'as eu des blessures, tu parlais là tout à l'heure d'une douleur à l'épaule. Comment on gère émotionnellement les blessures? Ah, c'est le plus dur, les blessures. C'est le plus dur. J'ai eu hanche, épaule, on a tout le temps en natation. Ouais. Mais j'ai eu une longue blessure à la hanche aussi. C'est compliqué parce que moi, quand j'ai eu ma blessure, en plus, on savait pas forcément ce que c'était. J'ai eu la chance d'avoir un bon médecin du sport qui a envoyé ma hanche à tous les spécialistes. Et un jour, je monte à Paris pour faire une télé, et en redescendant dans le train, j'ai un mec qui vient me voir, il me dit bonjour, je suis médecin à Lyon, spécialiste de la hanche. Je dis très bien. Il me dit bah je vous connais, enfin en tout cas je connais votre hanche. Il me dit on a fait une étude de cas il y a la semaine dernière à Paris justement sur elle, et en fait j'ai appris que bah ma hanche était réellement une étude de cas en France et en Europe, parce Wow. qu'il comprenait pas d'où venait ma douleur et tout. Et en fait ce qui est dur, c'est que une blessure, c'est on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, donc on peut pas avoir d'objectif, on peut pas on peut pas le temporiser, on est Ouais. obligé de subir. Et en fait le fait de subir comme ça, c'est je pense qu'on arrive dans une vie qui devient toute grise, et j'étais vraiment triste à ces moments-là. C'était des moments qui étaient difficiles parce que on a du mal à retrouver du sens, quoi. On est juste en attente, et en attente de résultats d'autres en plus. On n'est même pas maître de sa vie. Donc c'est dur, et en plus on souffre. Donc c'est vraiment des moments compliqués. Et une fois qu'on passe ça, par contre, l'avantage c'est qu'on en tire une vraie force. Alors moi, je voulais te demander, par rapport au collectif, dans le sport aussi individuel que la natation, comment est-ce que tu ressens et tu abordes le rôle du collectif, en fait, Ouais, tu en parlais natation? d'équipe tout à l'heure. T'as Voilà. dit le mot très fort. Ton entraîneur qui vient de voir, je sais pas comment on va gagner. Alors que c'était le seul à nager. Ouais, mais sans lui, c'est impossible, et sans l'équipe, c'est impossible. Enfin, pour moi, le sport individuel, ça n'existe pas. Même si on réduit au max, on se retrouve avec un entraîneur et un athlète, et à deux, on est déjà une équipe, quoi. Et en vérité, dans les faits, on a 2 entraîneurs dans l'eau, on a 2 préparateurs physiques, un préparateur mental, des kinés, un ostéo. On est 15 dans le bassin par groupe, donc en fait, on est une vraie team, quoi. Et c'est une puissance énorme, parce que quand on arrive à créer une spirale vertueuse dans cette équipe, elle est fantastique, quoi. Quand on a tout le temps une majorité de mecs super motivés, quand t'arrives, tu te fais prendre par cette spirale, et C'est l'essence même, en fait. Ouais. C'est l'essence même de votre Ça, sport. c'est marrant. Je sais pas si tu te souviens, parce que tu as fait le podcast de Souleymane Sissoko avec moi. Exactement. On peut écouter dans un autre épisode. Il dit exactement la même chose sur un sport aussi Individuel qui que la paraît boxe, bien sûr. individuel Ouais. que la boxe anglaise. Il dit exactement la même chose que toi. Ben, on est individuel, enfin, on est seul le jour de la course, et lui, je pense que le jour de son combat, mais tout le reste, non. Donc, Du coup, maintenant, la prochaine partie, on va s'intéresser au défi de la natation en France. On récolte souvent des médailles en France grâce à la natation. On a fait
on a fait. Moi, j'y suis pour rien, hein, mais j'ai regardé dans la télé. Voilà. Surtout en ce moment, d'ailleurs. Voilà, les Jeux Olympiques avec des très belles performances. Évidemment, Florent Manodou que tu évoquais tout à l'heure, mais également Léon Marchand, évidemment. Bien sûr. Voilà. Il y a Anastasia aussi. Ouais. Qui, Exactement. faut pas l'oublier, médaille longue d'argent quand même. distance. Ouais. Comment tu perçois, toi, l'évolution de la natation en France aujourd'hui et s'il y avait des points de vigilance pour les futurs dirigeants de la Fédération française de natation, est-ce que tu en aurais un que tu voudrais pointer du doigt là? Il y en a tellement, mais c'est vraiment compliqué. J'ai commencé à mettre un peu le nez dans tout ce qui est fédéral et tout ça. Et quand j'étais athlète, je pensais que c'était de la mauvaise foi, même tellement ils faisaient des erreurs que je comprenais pas. Et en fait, aujourd'hui, je comprends qu'il y a des problèmes de moyens, qu'il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place, et qu'il y a quand même beaucoup de bonne volonté. Et c'est la maturité qui fait son bout chemin. Qu'est-ce que je dirais? J'essayerais de faire des bassins un peu plus en France. Et en fait, le problème, c'est que vu que c'est un marché public, il y a des marques qui sont mis dessus et qui font des marges extraordinaires. Et donc, je me suis mis je me suis associé à quelqu'un qui voulait vraiment faire avancer la cause, qui a monté un business autour de ça, mais pas pour s'enrichir, pour vraiment, pour faire les deux en même temps, quoi, pour essayer de donner de la piscine et de faire des thunes. Et je trouve que cet équilibre, il est bien, quoi. Il s'est pas dit on va saigner les villes qui veulent faire des bassins. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les bassins, ils sont à 10, 12 millions, quoi. Alors que nous, on arrive à en sortir à 3, 4 millions. Et juste la différence entre les deux, c'est des marges qui se font chaque indépendant. Et on se dit, on va essayer de couper les lignes de toutes ces marges pour essayer de baisser les prix. Et je crois qu'on a besoin de plus de piscines, tout simplement. En fait, le problème, c'est qu'aucune piscine peut être rentabilisée. Donc, c'est tout le temps mettre des thunes dedans. Donc, si on peut déjà rabaisser un peu le prix des piscines, c'est cool. Et sinon, il y a tellement de boulot que bon courage les gars. Je suis là pour aider aussi s'il y a besoin. Les étudiants de l'EG-Sport te fileront un coup de main. Ouais, exactement. Donc moi, je voulais te demander, comme on l'a dit avec les événements récents comme les JO, la natation a gagné en visibilité, mais comment est-ce que qu'est-ce que tu proposerais, même si encore une fois, t'es pas dans ces instances, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder cette dynamique, selon toi? Et le problème, c'est que c'est toujours une question de thunes, en fait. C'est vraiment, c'est triste, mais c'est vrai. Je crois que sur le mois de septembre 2024, il y a eu 12% de plus de demandes d'inscription dans les bassins. Et en parallèle, l'État a enlevé 14% de budget alloué au sport. Donc en fait, ça veut dire que les clubs, ils doivent recueillir 10 ou 12% de plus d'enfants sans avoir vraiment des aides financières derrière. Donc c'est super compliqué en fait de payer un entraîneur, de payer les piscines, de payer parce qu'il faut payer les lignes d'eau quand on est un club. Et tout ça en fait, c'est que des frais. Tout ce budget pour que tout fonctionne, c'est excessivement cher. Donc c'est difficile de mettre en place. On a des athlètes exceptionnels. On a un athlète qui est hors norme, qui va permettre de mettre la natation en avant. Il va falloir essayer de s'accommoder de ça, mais est-ce qu'il faut s'en servir? Est-ce qu'il faut s'en servir justement de cette Bien sûr qu'il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour la natation, il faut s'en servir pour le sport en général. Je pense que Léon Marchand, c'est un athlète. Ça va être le plus grand athlète français de tous les temps. Je pense qu'il peut dépasser Riner, qui est pour moi il peut dépasser Fourcade, il peut dépasser ces athlètes-là. Donc, il faut savoir s'en servir en natation, mais aussi dans le sport et essayer de mettre plus en avant les bienfaits du sport et de l'activité physique parce que le sport, c'est bien même si on ne devient pas un champion. Tu parlais de Léon Marchand. Est-ce que tu as identifié, toi, dans ton réseau des talents naissants aujourd'hui? Quel est l'avenir pour toi de la performance en termes de médailles de la natation en France? Il y en a plein des jeunes qui ont du potentiel. Après, avant d'arriver tout en haut et d'exploser au plus haut niveau, il y a tellement d'abnégation à avoir. C'est-à-dire que tous, on se retrouve un genou à terre à un moment donné. Et à savoir si on laisse le genou à terre et qu'on laisse le maillot par terre et qu'on part sur une autre direction, qu'on se relève en apprenant et qu'on continue à avancer et de devenir un champion, c'est des décisions qui sont qui arrivent au moins une fois par an, voire 2 fois par an. Et en fait, la différence entre un grand champion et quelqu'un qui aura fait de la natation ou de la piscine, c'est que au bout du 2e, 3e mur, ils vont s'arrêter. Et puis, il y a les têtus, ceux qui sont besogneux, qui vont y retourner, qui vont travailler, qui vont apprendre de ses erreurs. Et à l'arrivée, à force de tenter et d'apprendre, ils vont réussir, quoi. Donc, il y en a plein qui ont du talent. Maintenant, à voir comment ils gèrent tout ça. Donc, l'idée, maintenant, c'est qu'on va ouvrir notre chapitre sur la
transition et en fait finalement ton après carrière sportive. Mhm. Voilà. C'est toujours un point qui est important pour un directeur comme moi d'une école de commerce dédiée au sport, c'est parce que le moment des transitions, c'est toujours un moment où un étudiant de l'ESG Sport peut venir porter main forte à l'athlète. C'est toujours ces moments de transition où on va se poser des questions sur comment entreprendre, comment s'entourer, etc. Et c'est souvent là, effectivement, que les étudiants portent main forte. Donc moi, je fais très très attention au moment des transitions. Et donc, Maceo, tu as une question Bah ouais, sur la carrière de Camille? j'imagine que c'est un sujet un peu sensible quand on arrête après tellement d'années de sport et de natation. Moi, je voulais savoir comment tu as vécu le passage à la retraite sportive en 2017, du coup, si je me trompe pas, et quels ont été, du coup, les moments marquants pour toi de cette transition? En vrai, c'est super dur. C'est vraiment dur parce que on parle de petites morts de sportifs et tout. Ouais. Moi, j'avais balayé ça de la main. Je voulais absolument pas en entendre parler. Je me suis dit, je sais ce que je vais faire professionnellement. Tout va bien. Et en fait, une fois qu'on s'arrête, on est qui? Oui, Parce c'est que ça. ça fait 15 ans qu'on est athlète. Ça fait 15 ans qu'on se lève le matin pour essayer d'aller chercher un titre de champion du monde ou de champion olympique. Et du jour au lendemain, il y a plus cet objectif-là. Donc, il faut se recréer, psychologiquement, il faut se recréer mentalement. Et moi, une semaine sur deux, j'avais la chance d'être papa. Et la semaine où j'avais pas ma fille, c'était le néant, quoi. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je devais faire, et je me reconnaissais pas dans les valeurs que j'essayais d'apprendre et de transmettre à ma fille. Donc, ça a été super compliqué. Il a fallu détruire tout ce schéma mental d'athlète pour devenir un meilleur être humain, quoi. Et donc ça, c'est compliqué. En plus, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Ouais. On parlait de petites morts du sportif en mode on les lumières vont vous manquer, les médailles et tout, mais pas du tout. Moi, c'est pas du tout. Ça m'a manqué, mais absolument à aucun moment. C'est vraiment de savoir en fait ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire et de ma vie. Et ça, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, on essaye d'en parler plus. Je pense que la préparation mentale aussi a évolué. Ouais. Léon Marchand, pour reparler de lui, disait j'essaye pas de travailler sur mon côté athlète, j'essaye de travailler sur mon côté homme. Et je sais que nous, on avait fait cette erreur parce que le préparateur mental de Léon, c'était le nôtre quand on était nageur. Donc, c'est bien, ça évolue aussi. Et ça a été compliqué, mais voilà, c'est une phase. De toute façon, chaque fois qu'il y a un moment bouleversant dans une vie, c'est compliqué. Il faut reconstruire quelque chose. Quand on prend un vrai virage dans une vie, c'est toujours difficile. Enrichissant, mais difficile. Du coup, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup. Danse avec les stars. Ah ouais. Tiens, celle-là. Ouais, j'y tiens. C'est une question importante pour moi. Non, mais de manière générale, pardon. Voilà, t'as vécu pas mal de nouvelles expériences parce qu'on t'a vu beaucoup à la télé. Enfin, je me souviens t'avoir vu chez Ruquier, t'avoir vu effectivement danser avec les stars, etc. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, finalement, c'est cette nouvelle vie qui s'offre à toi, finalement, de consultant, de commentateur, d'observateur, du moins, bah, qu'est-ce qu'elle t'apporte personnellement et professionnellement? Alors, il y a plusieurs trucs. Danser avec les stars, ça faisait des années qu'ils me proposaient. Et là, je savais que je mettais un terme à ma carrière et j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter. Et plus je me rapprochais de l'échéance des championnats du monde, plus je voyais que j'étais compétitif. Et je me suis dit, bon, si j'arrive à récupérer une médaille et faire danser avec les stars dans la foulée, franchement, ça fait pas le mec qui veut de la notoriété parce que c'est danser avec les stars, il y a un peu de ça quand même. Il y a quelques mecs qui dansent avec des danseurs, des danseurs pros qui sont plus stars que les gens connus. Et moi, je m'étais dit non, il faut quand même mériter ça. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à signer. Et quand j'ai eu mon titre, je me suis dit bon, allez, vas-y, on peut se lancer ce défi. C'est un délire. Ouais, c'est en fait, je savais mon niveau de danse et je pensais ne vraiment pas faire beaucoup de semaines. Et je m'étais dit si je vais danser devant des millions de personnes, derrière, j'ai plus peur de rien. En fait, sur cette nouvelle vie et tout, vas-y, on se lance et on commence par ce côté où on se prend pas au sérieux et on s'envoie un défi qui est complètement irrationnel parce que voilà, je savais que je savais pas du tout danser. Et en fin de compte, les Français sont des sadiques. Des mauvais danseurs. Non, pas tous, non, mais c'est des sadiques et toutes les semaines, ils me voyaient galérer, être mauvais et à chaque fois, ils votaient pour moi, je me faisais repêcher. Ça a duré pendant 7-8 semaines, c'était un enfer. Et au début, c'était une belle expérience. La fin, c'était vraiment dur. Ouais. J'ai compris les gens qui faisaient la gueule dans le métro, qui se levaient le matin. Après avoir vu Danser avec les stars la veille. Non, j'ai compris les gens qui se levaient et qui étaient pas heureux de faire quelque chose dans lequel ils étaient médiocres et dans lequel ils avaient pas beaucoup de potentiel de progression. Et en fait, je me levais comme ça, j'avais envie de bien faire parce que j'ai quand même cette âme de sportif en me disant allez,
Et je passais 4-5 heures à essayer de travailler. Je connaissais les steps par cœur, je connaissais tout, mais en fait, il y avait rien. Il y avait pas de grâce, ça marchait pas, quoi. Il y avait pas le mojo. Et je me disais, putain, je me lève encore. Ça fait 8 semaines que je me lève 5 heures. Et en fait, au bout de 2 jours, j'étais au max, quoi. Et genre, c'était moche, mais c'était max. Et les 3 autres jours, je répétais pour être un peu moins moche, mais ça marchait pas. Et en fait, je me disais, ouah, c'est dur de se lever en travaillant sur quelque chose dans lequel on n'est pas bon, quoi. Et du coup, j'ai compris, quand je voyais les gens dans le métro, j'étais là, ok, quand j'arrêterai de danser avec les stars, je ne veux pas être ça. Et ça, au moins, ça m'a appris ça, quoi. Oui, c'était une belle expérience, en vrai. Donc du coup, après la fin de ta carrière, tu nous as mentionné du coup avoir traversé une période difficile. Comment est-ce que tu as réussi à retrouver du coup l'équilibre? Tu nous as parlé de ta fille. Comment est-ce que du coup t'es redescendu en fait je sais pas si on peut mentionner de redescendre d'étage ou quoi que ce soit, mais enfin c'est une nouvelle vie qui commence. Comment est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre dans cette nouvelle vie? Ah, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. J'ai retrouvé mon équilibre, en fait. J'étais un peu perdu, et puis j'ai recommencé. En fait, la première chose que j'ai faite, j'ai relu. J'ai repris un livre. C'était les 4 accords du Toltec, ouais. Et je l'avais lu il y a longtemps. Je me suis dit, ok, allez, on va commencer par ça. C'est le B.A.B.A. Et à partir de là, j'ai essayé de construire quelque chose sur des valeurs qui me plaisaient, sur des choses un peu plus importantes. Puis j'ai lu d'autres livres, et puis je suis parti un peu dans tous les sens, essayer de me retrouver. Et au moment où ça commençait à aller mieux, j'ai eu la chance aussi de rencontrer ma compagne, avec qui je suis actuellement, avec qui on a un bébé maintenant un enfant qui a 3 ans. Et voilà, ça m'a aidé aussi à finir ma construction. Mais en fait, il a fallu que je prenne moi-même le taureau par les cornes en me disant, écoute, là, t'es en train de devenir une personne que t'as pas envie d'être. Et bouge-toi, parce qu'en fait, quand on est connu, il y a personne qui ose nous dire qu'on fait de la merde. Ouais. Et puis, si c'est les journalistes, on n'a pas envie d'écouter. Enfin, là, on est d'actualité avec Mbappé. Je pense qu'il y a personne dans son entourage, des 50 personnes qui sont le plus proches de lui, qui vont lui dire qu'il fait de la merde, parce que ces 50 personnes-là vivent grâce à lui. Donc, en fait, il y a personne qui va risquer de se faire dégager à ce moment-là. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des choix que nous, de l'extérieur, on trouve aberrants, mais de l'intérieur qui sont acceptés, parce que personne ne veut prendre ce rôle du messager. Ouais, transition toute trouvée pour un Exactement. petit chapitre qui concerne la vie perso et l'équilibre que tu évoquais à l'instant. Ouais, donc du coup, quel rôle joue aujourd'hui la discipline acquise en natation dans ta vie quotidienne? J'imagine que tu as acquis beaucoup d'expérience avec toute cette grande carrière de nageur, pardon, de natationneur, ouais, bof. Donc du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait dans ta vie quotidienne aujourd'hui? Ça m'a apporté que je sais à quel point il faut bosser pour y arriver. Voilà, c'est vraiment la chose, la principale chose que je retiens de ça, c'est que on peut avoir du talent, on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir plein de choses, mais s'il y a pas de travail, et s'il y a pas un travail acharné, on n'y arrive pas. Et en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose. En fait, on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a dessous, on l'ignore, alors que c'est ça qui crée la réussite. Et je me dis que dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans le travail, c'est ça que je dois faire, c'est vraiment travailler à l'abri des regards, en fait. Et je trouve que le travail bien fait, en fait, s'aperçoit même pas quand on arrive sur les lieux de boulot. C'est si on a très bien travaillé, quand on arrive sur les compétitions, on gagne, et ça a l'air facile. Enfin, Federer, Léon Marchand, quand on fait une course, on a l'impression, enfin même moi, quand je regarde la natation aujourd'hui, mais ça a l'air super simple, en fait. Mais c'est toutes ces heures d'entraînement, et de bon entraînement, d'entraînement intelligent. Et c'est vraiment ce que j'essaye de garder et de partager aussi à mes enfants et à mes proches. Quels sont tes plus grands moteurs aujourd'hui en dehors du sport? Mes enfants, ma famille. J'ai envie de garder cet équilibre entre curiosité, entre exigence, entre défi et entre plaisir. En fait, tout ça, c'est un gâteau où j'ai mis énormément de choses, et à chaque fois, j'essaye de trouver l'équilibre pour le faire. Donc voilà, c'est essayer d'envisager de partir sur des vacances, sur des défis, sur une maison. C'est des choses comme ça qui me font lever le matin et en me disant, ok, comment je vais le faire. Quelquefois, des idées qui me viennent en me disant, bon, ça là, il faut pas la laisser passer. Donc voilà, on essaie de le mettre sur feuille, et de rebosser en fait en off à l'extérieur pour construire ce projet-là. Donc c'est vraiment essayer de travailler vraiment sur des choses qui me plaisent et qui me semblent intelligentes. Justement, tu nous as parlé de cet équilibre. Comment est-ce que du coup tu trouves l'équilibre entre ta vie de famille et ta nouvelle vie du coup d'entrepreneur aujourd'hui?
avec tes projets, etc. J'imagine que c'est un peu compliqué, mais Ouais. Ce que j'aime en fait dans le mot équilibre, c'est qu'il faut tout le temps se réadapter. En fait, l'équilibre, il est jamais dû. Il faut toujours le trouver. Et il évolue. Il évolue. J'en discute pas mal avec mes enfants. J'en discute beaucoup avec ma femme. Et c'est savoir dire non. Là, je suis dans cette étape où je suis obligé de refuser du business pour garder cet équilibre, qui est extrêmement dur. J'ai l'impression de couper. Ouais. Ça Couper stresse, quoi. de couper la ligne et de me dire putain si je respecte pas le travail tout va se péter la gueule derrière parce que je l'aurais pas respecté et non en fait je me dis non il faut que j'arrive à garder cet équilibre sinon à quoi ça sert de travailler autant si je me perds et qu'à un moment donné j'ai plus il y a plus aucun sens à ce que je fais et puis je l'ai trop connu dans le sport pour ne pas m'écouter donc voilà c'est des défis quotidiens et comment je fais j'essaye de m'écouter et j'essaye de prendre des moments pour moi j'essaye de vraiment écouter cette petite voix intérieure, ma conscience, ou enfin, peu importe le nom qu'on lui donne, mais j'essaie quand j'ai un truc que j'ai pas envie de faire et que ça me revient plusieurs fois, je refuse et après j'essaye de comprendre pourquoi. Avant, je me disais vas-y fais-le et c'est pas grave et c'est quelque chose qui va plus m'épuiser, qui va m'apporter et j'aime faire confiance à mon instinct. Du coup, la dernière partie de notre podcast s'interroge sur les projets futurs et les perspectives d'avenir. alors quels sont tes projets actuels déjà et notamment dans les domaines du bien-être, de la santé et dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est exactement ça. C'est c'est Voilà. bon, t'as tout dit. T'as Ouais. répondu. J'ai tout dit en fait. Next. Je me suis dit c'est pour ça. Non, mais c'est des choses qui m'intéressent, le sport, le bien-être. Je trouve que on arrive en plus dans une conjoncture où où ça va être indispensable en fait, tout simplement. Le sport, j'ai déjà un pied dans l'entrepreneuriat parce qu'on a monté une application avec des associés qui s'appelle Plouf pour mettre en relation les maîtres nageurs et les demandeurs de cours de natation. D'ailleurs, on va bosser avec l'école pour faire évoluer le projet. À côté de ça, j'ai aussi des projets sur la santé mentale en entreprise. Je crois qu'on arrive à maturité. Ça fait plusieurs années que j'y pense. Et là, avec mon futur associé, on est en train de monter justement. On est en phase de destruction du projet avant de monter le business plan. Ok. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avancer là-dessus parce que tous les athlètes en ont parlé pendant les Jeux de 2024 de la préparation mentale. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'intervenir en entreprise et je vois que dans les boîtes, ça devient indispensable en fait. Qu'il y a le RH, très bien. De temps en temps, il y a des happiness managers qui sont là, mais en fait, il y a d'un côté le manager tout court et le happiness manager, mais il n'y a pas le lien. Et alors que c'est ça en fait l'équilibre, c'est de trouver le lien entre ce qu'on fait et le faire pour les bonnes raisons. Et la préparation mentale amène ce pont entre les deux. Et je crois que les entreprises aujourd'hui vont partir sur ce chemin et à moi de le dessiner pour qu'ils prennent le mien. Et donc là, on est en train d'essayer de travailler soit sur une formation, soit sur on est en train de travailler sur une formation justement pour rendre ça aux entreprises pour moi je vais sur chaque entreprise pour parler, là on va essayer de faire une formation pour que les entreprises viennent à nous pour que ce soit D'accord. plus en gros. À l'ESG, pourquoi pas? On Peut-être. peut tout Pourquoi pas. imaginer. Deux questions un peu, la première un peu perso. Si tu te revoyais là tout de suite au début de ta carrière, là, tu te dirais quoi? Je me dirais mec, tu vas ramasser mais ça vaut le coup. C'est beau ça. C'est beau. Hein? Ouais. Ça communique beaucoup de résilience. Ouais, mais c'est ça la vie en vrai. On prend tous des KO mais l'esprit humain est fait pour garder que les bons moments. Et Tous des chaos sauf Francis Ngannou. Autre question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants de l'ESG Sport? il y en a pris quand même. Ah oui. Après, Pour le coup. après un beau. Ah oui, Un beau, ouais. en boxe anglaise. Ouais, En boxe anglaise, ouais. ouais. En MMA un peu moins. Ouais. Quel athlète. Qu'est-ce que t'as, est-ce que t'as un conseil à donner aux étudiants de l'ESG Sport aujourd'hui? Je vais leur dire de garder cet équilibre, d'essayer de le trouver. Bon, quand on a 20 ans, c'est dur de le trouver, mais d'essayer de comprendre pourquoi vous faites ça, d'essayer de comprendre où vous voulez aller et la façon dont vous voulez le faire et surtout de travailler intelligemment. En fait, c'est pas parce qu'on reste 8 heures devant des devoirs à étudier par cœur que ça va donner quelque chose. Il faut qu'il y ait un sens. Ces 8 heures, ça peut être soit une torture, soit vraiment quelque chose de très intelligemment fait. Et si vous le faites, faites-le intelligemment parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Merci Camille. Avec grand plaisir. Merci Camille. Donc voilà, merci beaucoup pour ces échanges inspirants. Nous te souhaitons le meilleur pour tes projets et dans ton rôle de parrain de promo pour le ESG Sport. Et on continuera à suivre ton parcours en tant que consultant, commentateur, entrepreneur et surtout parrain de l'ESG Sport. Merci beaucoup. Merci.
C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre invité de s'être livré à notre micro et de nous avoir partagé son expérience. Pour être sûr de ne pas passer à côté des prochains épisodes, abonnez-vous à notre podcast. Et si ça vous tente de nous rencontrer, passez nous voir à l'école. Le EG Sport est présente à Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse et Biarritz. À très vite.